tout ce cirque mémoriel orchestré par Laetitia, très peu pour lui. C'est du brutal, c'est sans concession, c'est du pur Monsieur Eddy dans le texte. Du haut de ses 84 ans, en 2026, celui que l'on surnomme affectueusement Schmoll n'a plus rien à perdre et refuse de jouer la comédie des faux-semblants. Il dit tout haut ce que tout le gratin du show business n'ose chuchoter qu'en coulisses, par peur des représailles. Lui, le véritable frère d'armes, l'alter ego de Johnny sur les planches, comme dans la vie privée, a pris la décision radicale de dynamiter le storytelling officiel et lisser que la veuve du rocker tente d'imposer depuis des années. Depuis que l'idole des jeunes nous a quittés, on assiste à une déferlante d'hommages en tout genre, érection de statues colossales, exposition immersive à grands spectacles hologrammes. Mais pour Eddy Mitchell, ce n'est pas de l'amour ni du respect. C'est une trahison pure et simple. Il ne prend plus de pincettes pour qualifier ses initiatives de mises en scène morbides et refuse catégoriquement de cautionner ce qu'il perçoit comme une vaste mascarade commerciale. Mais là où il frappe le plus fort, c'est lorsqu'il s'attaque au tabou suprême de cette saga familiale, le déshéritage des enfants aînés. Il prend position ouvertement, frontalement contre Laetitia. La question qui brûle les lèvres est pourquoi cette offensive maintenant ? Pourquoi le parrain de Laura Smet, cet ami fidèle depuis plus de 50 ans, choisit-il l'attaque frontale, sans filtre, sans gants de velours et sans diplomatie ? Est-ce simplement l'amertume d'un vieil homme, ou le cri du cœur désespéré de quelqu'un qui refuse de voir l'âme de son meilleur ami vendue au plus offrant comme une marque de lessive? Une chose est absolument certaine en brisant le silence de cette manière, Eddy Mitchell ne se contente pas de donner une opinion de comptoir. Il déclare officiellement la guerre à la version Sainte Laetitia de l'histoire. Ses révélations et sa posture risquent de changer à jamais la manière dont la France perçoit l'héritage du clan Halliday. Pour saisir pourquoi Eddy Mitchell s'exprime aujourd'hui avec une telle véhémence et une telle violence verbale, il ne suffit pas d'analyser les événements de ces derniers mois. Il faut remonter à la source originelle du traumatisme, à cet épisode précis qui a déchiré le voile de la famille parfaite, la guerre de succession. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre, la France entière est pétrifiée, figée dans une douleur nationale. On pleure l'idole, le père spirituel de la nation rock, dans une communion rare, mais très rapidement le temps du recueillement laisse place à la stupeur générale. Derrière les cortèges officiels, les larmes de circonstance et l'union sacrée sur les marches de la Madeleine, une bombe à retardement avait déjà été amorcée dans l'ombre des coulisses. La révélation du testament du chanteur rédigé sous l'égide du droit californien désigne Laetitia Hallyday comme l'unique exécutrice et héritière de l'empire financier et du patrimoine moral, déshéritant totalement, sans un centime, ses deux aînés David Hallyday et Laura Smet. Le choc est d'une violence inouïe pour l'opinion publique. Comment celui qui a chanté l'amour, la famille et les racines toute sa vie a-t-il pu rayer d'un trait de plume une partie de son propre sang? Laetitia défend alors cette décision, bec et ongles, arguant que c'était la volonté lucide et réfléchie de son mari, pour mettre à l'abri ses deux plus jeunes filles, Jade et Joy, et assurer leur avenir fastueux. Cependant, pour le camp adverse et les amis historiques, c'est une injustice insupportable, une négation totale de filiation. C'est à cet instant précis que le rôle d'Eddy Mitchell bascule. Il cesse d'être simplement le pote des vieilles canailles pour devenir un justicier. Il s'érige en conscience morale de l'entourage historique. En tant que parrain de Laura, il ne peut pas rester muet. Sa réaction est épidermique viscérale, guidée par des principes à l'ancienne, ceux d'un homme pour qui les liens du sang sont sacrés et inviolables. Il déclare publiquement avec cette voix grave et traînante, qui ne tremble jamais: « Je ne comprends pas qu'on puisse déshériter ses enfants. » Pour lui, peu importe les montages financiers sophistiqués ou les subtilités juridiques d'outre-Atlantique, c'est une faute morale absolue, impardonnable. On ne déshérite pas sa chair, sa propre descendance. Point final. Cette prise de position a l'effet d'une déflagration nucléaire dans le milieu parisien. En soutenant Laura et David Eddy, Mitchell ne fait pas que donner un avis, il choisit son camp de manière définitive.
Il s'oppose de facto à la veuve, brisant instantanément l'image d'une famille unie autour du cercueil du taulier. Lui qui a partagé les doutes, les excès, les whiskies et les joies de Johnny pendant plus d'un demi-siècle, refuse de valider ce qu'il considère comme une haute trahison de l'esprit de son pote. Pour Eddie, le Johnny qui a signé ce papier au fond d'un bureau de Los Angeles n'est pas le Johnny qu'il connaît. Ce désaveu public marque le début d'une fracture irréversible. Pour Laetitia, c'est un coup de poignard venant d'un intime qu'elle recevait à sa table. Pour Eddie, c'est une nécessité vitale pour pouvoir se regarder dans la glace. Il ne s'agit pas d'une question d'argent pour lui, mais d'une question d'honneur et de vérité. Il ne pouvait pas rester silencieux et se rendre complice d'une situation qui effaçait tout le passé de Johnny avant l'ère Laetitia. Dès lors, le conflit n'était plus seulement une affaire d'avocat, mais une guerre de loyauté tribale. Et Eddie, fidèle à sa réputation d'homme intègre, a choisi la loyauté envers les enfants plutôt que la diplomatie mondaine envers la veuve. La première pierre de la discorde était posée, et elle allait servir de fondation à toutes les critiques acides qui allaient suivre durant la décennie. Cette opposition de principe va rapidement se transformer en un rejet public et bruyant, car Eddie Mitchell n'est pas homme à tourner autour du pot ou à utiliser la langue de bois. Quand quelque chose le heurte, il tire à balles, réelles façon western. Et durant ces dernières années, les occasions de s'indigner n'ont pas manqué, transformant son franc-parler légendaire en véritable pilonnage médiatique contre la gestion de l'image de son ami défunt. L'épisode le plus cinglant, celui qui a marqué les esprits, reste sans doute l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday devant l'Accor Arena à Paris. Laetitia y dévoile une œuvre monumentale, une Harley-Davidson bleue, perchée en équilibre au sommet d'un manche de guitare électrique. Pour les fans présents, c'est un lieu de recueillement sacré. Pour Eddie, c'est une horreur absolue, une faute de goût impardonnable. Ces mots claquent, comme une porte qu'on ferme violemment, une statue à la con. Il va plus loin en qualifiant l'œuvre de morbide et ridicule. Pour lui, cette sculpture sans cavalier ne célèbre pas la vie trépidante du rocker, mais fige son absence d'une manière grotesque. Il y voit une caricature, une réduction de l'homme à ses accessoires, une coquille vide, sans l'âme du patron, un jouet géant, sans signification profonde. Cette sortie brutale fait le tour des médias et des réseaux sociaux, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. À chaque nouvel événement organisé par la veuve, qu'il s'agisse d'une exposition itinérante, d'un documentaire fastueux ou d'un concert hommage, Mitchell brille par son absence ostentatoire. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâche-t-il avec une froideur chirurgicale qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Ce n'est pas un simple caprice de star vieillissante, c'est un boycott moral, une ligne de conduite stricte. Il refuse catégoriquement de servir de caution artistique ou morale à des projets qu'il juge trop spectaculaires, trop commerciaux et totalement déconnectés de la simplicité brute et rock'n'roll qu'aimait Johnny. Le conflit s'envenime encore davantage sur le terrain musical, là où la blessure est la plus vive. Il y a cette fameuse affaire des duos, ces projets avortés, qui auraient pu enrichir la légende. Selon Eddie, Laetitia aurait posé son veto sur certains enregistrements, bloquant des initiatives artistiques sincères pour garder le contrôle total et exclusif sur la marque Hallyday. Mitchell, profondément agacé, ne supporte pas que le business froid prenne le pas sur la chaleur de la musique. Pour lui transformer chaque souvenir en produit dérivé, chaque note inédite en opération marketing juteuse, c'est dénaturer l'essence même du rock'n'roll. Johnny n'avait pas besoin d'artifices technologiques pour exister. Sa voix et son charisme monstrueux suffisaient amplement. Tout ce décorum mercantile pour Eddie n'est qu'un décor de théâtre en carton-pâte qui salit la mémoire de l'homme authentique qu'il a connu. Mais derrière ces mots acérés, ces critiques sur les statuts ratés et le business post-mortem, se cache une douleur bien plus profonde, une plaie béante qui ne cicatrise pas la rupture humaine totale avec Laetitia Hallyday. Si les punchlines d'Eddie font les gros titres de la presse people, elles masquent ni mal l'effondrement d'une relation qui fut jadis quasi familiale. Il ne faut pas oublier qu'avant la guerre des clans et les batailles d'avocats, il y avait l'amitié, la vraie, la sincère. Eddie Mitchell n'était pas un simple collègue de bureau pour Johnny.
Il était son pilier, son frère de choix, le complice des nuits blanches et des fous rires interminables sur la route 66. Par extension, il faisait partie du cercle intime du premier cercle de Laetitia. Il a partagé les tables de fête à Marnès-la-Coquette, les moments de doute à Saint-Barth et les joies simples de la vie de famille. Surtout, il est le parrain de Laura Smet. Ce lien sacré, bien plus fort qu'un contrat discographique, l'a placé dans une position impossible au moment du drame. Lorsque la guerre de l'héritage a éclaté, la neutralité n'était pas une option envisageable pour un homme de sa trempe. Voir sa filleule dépossédée, blessée et humiliée a réveillé chez lui un instinct protecteur féroce. Défendre Laura, c'était un devoir viscéral, une obligation morale. Mais pour Laetitia, ce choix a été vécu comme un abandon cruel, une trahison intime. Elle qui se retrouvait seule face à la tempête médiatique mondiale, espérait peut-être trouver en Eddie un médiateur sage, une figure paternelle capable d'apaiser les tensions familiales. Au lieu de cela, elle a vu le meilleur ami de son mari rejoindre le camp adverse avec armes et bagages, sans un regard en arrière. Pour la veuve, ce n'était pas une simple divergence d'opinion sur un testament. C'était un véritable coup de poignard dans le dos. Aujourd'hui, le fossé est devenu un abîme infranchissable. Les deux camps ne se parlent plus, ne se croisent plus. Le silence glacial a remplacé la chaleur des retrouvailles d'antan. Laetitia a souvent exprimé son incompréhension blessée, qu'un ami de si longue date choisisse les magazines pour régler ses comptes, plutôt que de passer un simple coup de fil en privé. Mais Eddie assume cette distance avec une obstination de fer. Pour lui, le privé est devenu public par la force des choses dès l'instant où le testament a été dévoilé. On ne discute pas à huis clos quand on estime que la mémoire de son ami est prise en otage par des intérêts financiers. C'est là toute la tragédie de cette histoire, voir la famille de cœur de Johnny exploser en plein vol, laissant place à deux solitudes qui s'affrontent incapables de se retrouver autour du souvenir de l'homme, qu'ils ont tous deux aimé éperdument. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement la simple querelle d'héritage ou les rancœurs de salon parisien. Ce qui oppose aujourd'hui, frontalement, Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday, c'est un gouffre idéologique, une collision violente entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, nous avons la vision de la gardienne du temple autoproclamée, une gestionnaire moderne, méthodique et américanisée de l'image. Laetitia a pris les rênes de l'après-Johnny, avec une main de fer dans un gant de velours, multipliant les initiatives grandioses albums symphoniques, expositions immersives, produits dérivés à l'infini. Sa logique est celle de la préservation par l'omniprésence médiatique et commerciale. Pour elle et ses soutiens, il faut occuper le terrain médiatique en permanence, saturer l'espace, pour que le nom Hallyday ne s'efface jamais, pour que ses filles puissent être fières de cet empire culturel qu'elle bâtit pierre par pierre, quitte à froisser les puristes de la première heure. Elle se rêve en gardienne sacrée du temple, celle qui alimente le feu sacré, même si pour cela, elle doit user et abuser des ficelles du marketing de masse. Mais face à cette machine de guerre commerciale parfaitement huilée, se dresse inflexible la stature du dernier des Mohicans, le gardien du dogme pur et dur. Pour ce vieux routier, il y a des frontières morales qu'on ne franchit pas une ligne rouge sang entre l'hommage sincère et l'exploitation mercantile crasse. Lorsqu'il voit le patronyme de son frère d'armes transformé en marque, déposé en attraction de foire ou pire en produit de consommation courante, ça lui soulève littéralement le cœur. Il faut comprendre que pour Schmoll, Johnny Hallyday n'était pas une société cotée au CAC 40. C'était un artisan du chaos, un seigneur du rock'n'roll, un type fait de sueur de scène enfumée et d'une passion dévorante. Voir cette mémoire aujourd'hui, javelisée, polie, lissée et vendue au prix fort, c'est pour lui assassiner Johnny une seconde fois. Ce n'est pas juste une affaire de goût personnel, c'est une question d'honneur et de décence. Il refuse catégoriquement d'être le spectateur muet de cette Disneylandisation de son meilleur ami. Ce gouffre idéologique explique pourquoi, en 2026, une réconciliation relève de l'utopie pure et simple.
On a dépassé le stade du simple malentendu familial. Nous sommes en pleine guerre de religion. D'un côté, Laetitia se bat pour la pérennité de la marque Halliday. De l'autre, Eddie se bat griffe dehors pour préserver l'humanité du bonhomme qu'il a connu. Cette fracture s'incarne avec une violence inouïe dans le scandale des projets artistiques bloqués. Quand Mitchell apprend que des vétos ont été posés sur certaines archives sonores ou visuelles, il tombe des nues. Comment peut-on oser prétendre servir la gloire de la musique tout en la mettant sous cadenas ? Pour lui, l'art est une matière vivante qui doit circuler, respirer, être libre comme l'air. Cette volonté de contrôle totalitaire de la part de la veuve lui apparaît comme une crispation de propriétaires terriens absolument insupportable. Johnny appartient au public à la France, martèle-t-il en substance, et certainement pas à un seul clan barricadé dans sa tour d'ivoire. Mais alors la question qui brûle toutes les lèvres dans le tout Paris reste entière. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour ruer dans les brancards et briser l'omerta ? La réponse tient en une formule à la fois terrible et superbe, la liberté absolue du crépuscule. À 83 ans, Eddie Mitchell est entré dans cette zone royale de l'existence où l'on ne négocie plus rien avec personne. Avec sa carrière monumentale derrière lui, il n'a plus rien à vendre, plus personne à charmer, et surtout, plus rien à craindre de qui que ce soit. Le grand âge lui offre ce luxe inouï, presque arrogant de la vérité toute nue. Il n'a plus besoin de faire des courbettes, ni de peaufiner une stratégie de communication. Il est l'un des derniers géants, encore debout dans ce milieu, et cette stature lui confère une immunité diplomatique totale. Il y a aussi, sans l'ombre d'un doute, un sentiment d'urgence vitale qui le tenaille. Eddie sait pertinemment que le temps joue contre la vérité historique. Il voit une légende officielle s'écrire sous ses yeux, une version édulcorée qui l'insupporte. On nous fabrique une histoire lissée sous contrôle, où toutes les aspérités de Johnny sont gommées, pour en faire une icône de vitrail parfaite et sans tache. Mitchell, lui, se souvient du Johnny complexe faillible, du type généreux, mais aussi colérique et excessif. Il est terrifié à l'idée que cette réalité charnelle disparaisse avec les derniers témoins de l'époque. S'il ouvre sa gueule aujourd'hui, s'il cogne aussi fort, c'est pour graver dans le marbre sa version des faits avant qu'il ne soit trop tard. C'est un acte de résistance pure contre l'oubli et le mensonge. Il veut laisser une trace, un contre-récit rugueux. Au fond, sa colère n'était que le costume de son immense chagrin. Chaque flèche décochée contre les initiatives de Laetitia est une façon de hurler « Ah, ce n'était pas ça, Johnny !» Mais il refuse viscéralement que son pote devienne une statue de pierre froide ou un hologramme commercial sans âme pour remplir les caisses. En se lâchant ainsi, sans aucun filtre, Eddie Mitchell rédige une sorte de testament moral à ciel ouvert. Il ne cherche pas à détruire pour le plaisir, mais à sauver ce qui peut encore l'être de l'authenticité du taulier. Il préfère 1000 fois passer pour le vieux ronchon aigri de service, plutôt que de se taire et de valider par son silence une mascarade qu'il réprouve. Sa parole est peut-être brutale, elle dérange sûrement les plans marketing, mais elle est avant tout l'acte d'amour désespéré d'un homme qui voit son passé s'effilocher et qui tente par le verbe de retenir l'âme de son frère une toute dernière fois. Au final, la vérité, selon Eddie Mitchell, est peut-être rugueuse comme du papier de verre, mais c'est précisément cette rugosité qui lui donne toute sa valeur et sa noblesse. Ce n'est pas le caprice d'une star vieillissante en mal de lumière, c'est le dernier rempart d'une certaine idée de la fidélité en amitié. En s'opposant frontalement à Laetitia, Monsieur Eddie ouvre un débat qui nous concerne tous et qui dépasse largement les grilles dorées de la villa de Marnès-la-Coquette. À qui appartient vraiment la mémoire d'une icône nationale? Est-ce qu'un artiste de la trempe de Johnny Halliday appartient uniquement à ses héritiers légaux, à ceux qui détiennent les droits d'auteur et les tampons officiels des avocats? Ou bien appartient-il à ses enfants de sang, à ses compagnons de route qui ont partagé sa sueur et ses nuits blanches, et surtout à ce public immense qu'il a porté à bout de bras pendant des décennies en refusant de le laisser tomber? Mitchell nous rappelle brutalement que Johnny n'était pas une multinationale, ni une marque de fringues ou une statue sans âme.
Il était un homme vibrant avec ses failles béantes, ses excès destructeurs et ses amours complexes. Pour Eddie, réduire cette vie torrentielle à des mises en scène qu'il juge tape à l'œil, c'est trahir l'ADN, même du rocker. Ce clash révèle aussi une réalité mélancolique derrière les disques d'or et les hommages nationaux. Il reste des cœurs brisés que le temps ne réparera jamais. La douleur muette de Laura et David, la solitude défensive de Laetitia et l'amertume acide d'Eddie qui voit son frère d'armes devenir un enjeu financier. Tout cela forme une tragédie moderne digne de l'antique. À 83 ans, Mitchell a choisi son rôle final. Il ne sera pas le vieux sage silencieux qui opine du chef pour faire plaisir. Il sera le gardien du temple, le chien de garde qui aboie quand la direction prise ne lui plaît pas. Sa parole est libre de tout intérêt financier, et c'est exactement ce qui la rend si dangereuse pour le camp d'en face. Alors quand il vide son sac, ce n'est pas pour régler des comptes mesquins de bas étage, c'est pour défendre jusqu'au bout l'homme qu'il a connu et aimé. Un homme vrai, généreux, fragile, mais surtout authentique. Et maintenant, la question se pose directement à vous. Dans cette guerre de mémoire sans merci qui déchire le clan Halliday, quelle vision vous touche le plus ? Êtes-vous sensible aux hommages grandioses organisés par Laetitia pour faire perdurer la légende, ou partagez-vous la colère froide d'Eddie Mitchell qui réclame moins de paillettes et plus de vérité ? C'est